Bonjour Hamza. Salut Thierry, comment ça va? Je vais bien, je te remercie. J'espère que tu vas bien aussi. De quoi on parle aujourd'hui Thierry? Parlons peu, parlons bien. De quoi on parle aujourd'hui? Eh bien, écoute, aujourd'hui nous allons parler... alors le titre c'est Comment se faire une retraite en 5 ans. Le sous-titre ce serait plutôt Comment atteindre l'indépendance financière, je crois plutôt. Ouais, c'est exactement ça. Parce que finalement, une retraite, ça veut dire qu'on est indépendant financièrement, qu'on n'a plus besoin de travailler pour un income, un revenu. Ouais. Donc c'est de ça. Donc si t'es prêt, on va commencer. Hein, on y va. Je sais pas combien on est, mais dites bonjour les amis si vous êtes là, si vous regardez l'émission, dites bonjour. Si vous êtes live, parce que ça fait toujours plaisir. Et surtout, j'ai envie de vous prévenir. Oui. Je vais pas me faire des amis dans cette présentation, Thierry. Je vais peut-être bousculer certaines choses. Et peut-être que à la fin, il y aura des commentaires et soyez libres bien sûr dans vos commentaires, des gens qui vont résister ou essayer de donner des objections. Et je le comprends et c'est normal, j'étais comme ça aussi. Ouais. C'est absolument normal. J'étais dans ce que faisaient 90-99% des gens, oui. Thierry, et crois-moi, quand le réveil a été douloureux pour moi, très douloureux, mais il a été incroyable. Alors, comment effectivement pouvoir atteindre sa retraite en l'espace de 5 ans, pouvoir arrêter de travailler en 5 ans? Est-ce que déjà c'est possible? Juste le titre, tu sais, il est tellement présomptueux que immédiatement, moi je me souviens quand j'étais un petit peu de l'autre côté du grillage, le titre immédiatement me donnait ouais, c'est une arnaque, c'est n'importe quoi, c'est une arnaque, c'est impossible. Parce qu'on est tellement brainwashed, on nous a tellement lavé le cerveau, on est tellement dans la masse de l'école, à la société, à tout, on est dans la masse de hey, la retraite c'est à 60 ans. Quand on vieillit. La retraite, c'est quand on est vieux. On arrête de travailler quand on est vieux. Et du coup, on n'imagine pas une vie où on peut arrêter de travailler avant. Ouais. À part les petites micro-exceptions et on se dit « Ah, eux, c'est des chanceux. Ah, eux, c'est des génies. Ah, eux, c'est des... » Ouais. D'accord? Et moi, je voudrais casser ça parce qu'en fait, c'est tout de la logique. C'est de la logique financière, mathématique, pure et dure. Mais bien sûr... Je vais vous dire quelque chose, les amis, avant de vraiment commencer. On va commencer tout de suite, hein, Thierry. Mais avant de commencer, gardez un esprit ouvert. La pire chose qui pourrait se passer pendant ce live, ou pendant cette vidéo, si vous la regardez après, c'est que vous avez un esprit fermé et qu'en fait vous en tirez rien. Parce qu'à la fin, vous risquez rien de la regarder avec un esprit ouvert. Le seul avantage, le plus grand avantage de regarder cette vidéo avec un esprit ouvert, ce live avec un esprit ouvert, c'est de dire simplement « Hey, why not ?» Mon but, c'est de planter une graine. Mais c'est votre choix de l'arroser avec vos pensées ou pas. C'est votre choix de continuer à l'arroser ou pas. Mais moi, mon but, c'est juste de planter la graine. Comment devenir libre financièrement en 5 ans ou moins de 5 ans. Il y a un film que j'ai regardé, tu le connais sûrement Thierry, oui. Matrix. Oh. En anglais on dit Matrice ou Matrix? Pas en français on dit ici Matrix. Matrix, donc on a gardé le truc. Matrix, et Matrix il parle d'une différente réalité. Tous ceux qui l'ont regardé, en fait, il parle du fait que 99,9% de l'humanité est dans la vie qu'on a aujourd'hui, d'accord? Et qu'en fait, ça n'existe pas. C'est tout notre esprit qui l'invente. Alors, le Matrix, c'est une différente réalité. C'est un changement radical de réalité. Et d'un seul coup, même les lois de la physique qu'on pensait établies, etc., commencent à être, à l'image de la slide que je montre maintenant, commencent à être remises en question, etc., parce qu'en fait, on a des choses préétablies et on les accepte sans jamais les challenger. Je voudrais aujourd'hui, si vous me le permettez, les amis, les challenger avec vous, vous offrir une différente perspective, celle d'un futur qui risque d'être
plus meilleur pour vous. Et c'est un voyage que je suis en train de faire moi-même. Ce n'est pas un voyage où je suis arrivé à destination, mais c'est un voyage où j'ai commencé et je suis bien en chemin. Et je voudrais partager avec vous ce que j'ai mis très longtemps à découvrir à force de lire, essayer, discuter et souffrir en soi. Je voudrais vous l'offrir dans ce cours, d'accord? Okay. La première chose, Thierry, c'est qu'il faut absolument qu'on se mette d'accord sur la définition de la liberté financière, d'être libre financièrement. Ça veut dire quoi? On est libre financièrement quand on n'a plus à travailler pour un revenu. D'accord? Point barre. On est libre financièrement quand on n'a plus à travailler pour un revenu. C'est tout. C'est pour ça qu'on a utilisé le mot... c'était quoi le titre en français, Thierry? Retraite. Ouais. Le titre en français complet, c'était quoi? Comment se faire une retraite en 5 ans? Comment se faire une retraite? En réalité, c'est comment atteindre la liberté financière, l'indépendance financière, comme tu dis Thierry, qui est plus juste, en 5 ans ou moins. Et l'indépendance financière, ça veut dire qu'on ne dépend plus de notre travail. Et ça c'est le rêve de tout le monde. C'est un petit peu le rêve de tout le monde, sauf que ça reste un rêve, mais que ça clash avec la réalité, avec le lavage de cerveau qu'on nous met depuis notre enfance, avec comme on a regardé nos parents. Nos parents ont pas été indépendants financièrement, et donc du coup on perpétue cette prophétie. Tu sais, elle continue, en se disant que c'est comme tout le monde, d'accord? Et c'est ça, voilà. Alors je vais vous offrir et vraiment vous offrir de sortir de la vidéo maintenant. Parce que Thierry vient de regarder l'émission en anglais. Ouais. Et effectivement, il va comprendre maintenant pourquoi je propose ça. C'est que je vais vous embêter, je vais pas forcément me faire des amis. Je vais critiquer certaines choses. Et je ne vous connais pas. Donc je ne les critique pas pour être méchant, je les critique pour vous bousculer. Pour vous bousculer un petit peu. Mais je vous offre un choix aujourd'hui. Si vous décidez d'arrêter la vidéo aujourd'hui, vous n'allez pas souffrir pendant cette vidéo. Vous n'allez pas souffrir pendant cette vidéo. Vous n'allez pas remettre en cause toute votre vie financière dans cette vidéo. Si par contre vous décidez de continuer cette vidéo, alors le choix que vous faites, c'est d'avoir un esprit ouvert et d'être bousculé. Donc voilà, maintenant j'ai fait un petit peu les avertissements. Maintenant on peut avancer. La première chose, les amis, que les gens comprennent par définition et qu'ils ne comprennent pas en termes d'implémentation dans leur vie en profondeur, qu'ils ne mettent pas en pratique, c'est la différence entre avoir des assets et des liabilities. Thierry, assets? Alors les assets, c'est des ressources ou c'est des en fait, je vais essayer de définir et puis peut-être qu'il y a un mot qui va revenir, qui va te revenir, non? Ouais. Une asset, c'est ce qui fait de l'argent. C'est tout. Une asset, c'est ce qui fait de l'argent. Ta carrière, c'est une asset. Oui. C'est de l'argent. En fait, en français, je me rappelle plus du mot exact. C'est parce des fois on utilise le terme d'investissement. Même pour quelque chose qui existe. Ouais. Tu sais, alors excuse-moi de dériver tout de suite, mais tu parlais du conditionnement que nous avons pour voir le monde et imiter nos parents. Et en fait, pendant que tu expliquais ça tout à l'heure, je me suis rendu compte que même par exemple le langage de la gestion, le langage comptable, en comptabilité. En fait, la comptabilité et donc tous les gens qui font référence à une sorte de forme, on va dire, de rigueur, en fait, ce langage est entre guillemets pipé parce que voilà, moi je me mets spontanément à parler d'investissement et on pense tout de suite en fait à une dépense d'argent, alors que c'est en fait quelque chose qui doit servir à générer des revenus. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, on va garder les termes comme ils sont pour l'instant, et puis peut-être que quelqu'un, une des personnes de l'audience, oui. Voilà, quelqu'un dans la salle peut nous dire comment traduire ces mots-là. Alors, une asset, c'est ce qui fait de l'argent. Point barre. Si tu as une voiture, c'est une liability. Elle te fait perdre de l'argent. Elle te fait perdre de l'argent. Une asset, ça fait de l'argent. Donc, si tu as une expertise, c'est une asset. Si ça te fait de l'argent. Sinon, non. D'accord? Oui. Si tu as une maison, c'est pas vraiment une asset.
Parce que tu continues à payer le mortgage. Ou alors, au mieux, tu payes pas de loyer. Mais tu ne fais pas d'argent avec une maison si tu l'as achetée. D'accord? Même si tu as fini de payer ton mortgage, ton crédit immobilier. D'accord? Donc, il y a une grande différence entre assets et liabilities. Malheureusement, la grande majorité, je dirais 99,999% ne construisent pas des assets. Passent leur vie sur des liabilities. J'achète le dernier iPhone, la SAP, les sorties, je veux habiter dans un super appart, une super vue, une belle voiture, et je t'en passe des meilleurs avec les vacances. Rien de tout ça est mauvais, les amis. Je suis pas en train de critiquer ce mode de vie ou ces choses-là. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on ne construit pas sa retraite avec ces choses-là. Ce que je suis en train de dire, c'est que ces choses-là vous prennent votre argent. Vous prennent votre argent. Et que ce que je suis en train de dire, c'est que pour réussir à sortir de cette matrice, oui. Eh bien, il faut absolument penser à des choses qui vous font de l'argent en dehors de votre propre temps, de votre propre carrière, expertise. Il faut absolument réfléchir à ça. D'accord? Il y a un livre qui s'appelle Père riche, Père pauvre de Robert T. Kiyosaki. Oui. C'est de lui que je retire ce diagramme. Il dit qu'il y a 3 catégories de personnes. Les pauvres, et c'est pas péjoratif. Les gens qui donc ils ont un job. Le job, c'est les revenus. Et les revenus, ça part en dépenses pour vivre. Le loyer, la nourriture, l'électricité, et puis ils ont rien à la fin. La deuxième catégorie, alors attention, encore une fois, c'est pas péjoratif quand j'utilise le mot pauvre, pas du tout, parce que moi, je suis issu d'une famille super ultra modeste où on est principalement comme ça, les amis. D'accord? Donc, grand respect à tous ceux qui sont à n'importe quel stade de leur vie aujourd'hui. C'est un stade, mais ce n'est pas une fatalité. D'accord? La deuxième catégorie, c'est la classe moyenne. La classe moyenne, c'est quand tu as un job et que tu génères quand même assez de revenus pour pouvoir en plus t'offrir, au-delà de tes coûts de vie nécessaires, la nourriture, l'électricité, le loyer, eh bien, tu es capable de générer en plus un excès. Et les gens dans la classe moyenne, ça c'est le big trap, c'est le grand piège. Les gens dans la classe moyenne dépensent cet excès de cash dans des liabilities, dans des choses qui consomment de l'argent, pas qui leur font de l'argent. Donc, ils commencent à voyager plus, ils déménagent dans une plus grande maison, ils achètent une plus belle voiture, une plus grosse voiture, etc., etc. Donc, ils dépensent dans tout ce qui est liabilities et ils construisent pas tout ce qui est assets. Et du coup, ils sont stuck. Ils sont bloqués dans cette catégorie. Et puis, il y a une troisième catégorie qui est la catégorie des gens qui sont riches financièrement, qui eux ne travaillent pas et qui ont par contre des assets, des sociétés, des investissements, qui font de l'argent en continu pour eux, et c'est de là qu'ils tirent leurs revenus. D'accord. C'est-à-dire que c'est de l'argent qu'ils ont investi, pas le travail. L'argent qu'ils ont investi qui crée leurs revenus. Okay. Le retour d'investissement. Tu es un actionnaire dans une société comme Total, et si Total va extrêmement bien, effectivement, tu reçois des dividendes, mais l'actionnaire n'a rien fait. C'est juste son argent qui a créé plus d'argent. Tu achètes une maison à 75%. Tu sais, tu ramènes 75% de la valeur de la maison, tu empruntes que 25% et tu te dis, tiens, je vais mettre un locataire, et tu commences effectivement à te faire de l'argent en plus du fait que le locataire paye les 25% restants du financement. C'est etc., etc. On donnera plus d'exemples un peu tout à l'heure. Oui. C'est l'argent qui fait de l'argent. Voilà. C'est là où on est indépendant financièrement. Vas-y Thierry. D'accord. Et Samy, parce qu'il y a Samy qui a parlé justement du fait que les maisons sont un investissement. Non Samy, comme tu l'as formulé, non, mais tu vas le voir plus tard. Ouais, plus tôt que ce qu'on pense d'ailleurs, parce que effectivement, on va en parler. On va en parler parce que c'est un des mythes que je voudrais tacler. Et c'est pour ça que je vous ai dit, les amis, ça se trouve, vous n'allez pas m'aimer du tout après ce live. Mais la majorité
des gens pensent ça, Samy. La majorité des gens pensent qu'avoir une maison, c'est un asset. Rappelez-vous la définition d'un asset. Un asset, ça fait de l'argent. Si ça fait pas d'argent, c'est pas un asset. C'est tout. C'est tout. C'est aussi simple que ça, en fait. C'est pas parce que... je vais le dire à la fin, d'accord? Il y a la sonnerie. Thierry, bon, je suis tout seul. Un exemple, Samy. Quelqu'un paye un loyer de 160 000 dirhams. Ou 40... allez, on va dire, je vais essayer de faire en euros, 40 000 euros, à peu près, par an. D'accord? Oui, les amis qui sont en France, Dubaï est cher. D'accord? Tu payes un loyer de 160 000 dirhams par an. Donc, tu te dis... je vais pas continuer à payer, enrichir mon proprio. Je vais prendre une maison. Et en soi, c'est logique comme façon de réfléchir. C'est absolument logique. Je vais payer la banque, mais mon crédit immobilier va toujours être moins que mon loyer. C'est logique. Alors, tu cherches et tu trouves la maison de tes rêves. Waouh, elle est magnifique. Elle est magnifique. Et alors, tu t'aperçois, bon, elle coûte 2,5 millions. Donc, à peu près 500 000 euros, les amis, d'accord? 2,5 millions de dirhams. Et tu te dis, waouh, ok, 2,5 millions de dirhams. Donc, il faut que tu aies un certain montant pour pouvoir avoir le prêt de la banque. Ici, aux Émirats, c'est 25%. Donc, tu te dis, aïe, je me mets 5 ans et je mets de l'argent pour avoir mon déposit pour pouvoir m'acheter cette maison et contracter avec la banque pour un financement, un crédit immobilier. Donc, on met 25% et puis on se dit, ah, génial, maintenant on va pouvoir avancer. On se dit, maintenant on va pouvoir acheter la maison. Et alors, on commence à l'approche de ces 25%, quand on y est presque, on commence à taper, rechercher, et puis on s'aperçoit que, dans un calcul rapide, si on met que 25%, donc ça c'est un truc que j'ai mis en ligne, hein, ça m'a fait le calcul. On s'aperçoit que le premier problème, c'est que le gouvernement, l'agent immobilier, les assurances, il y a un tas de trucs. En fait, ils vont se servir sur cet achat. Et qu'en fait, c'est pas 25%, c'est 35% qu'on devrait mettre de côté pour pouvoir effectivement payer moins que notre loyer. 35%, c'est pas 25%. Et que cet argent-là, c'est juste donné, on récupère très difficilement. C'est juste le prix de la transaction. Donc ici, dans notre exemple, c'est presque 200 000 dirhams en dollars. Ou comme le dollar est assez proche de l'euro en ce moment, on va dire en tout pour tout, ce qui est requis pour un achat de 2,5 millions de dirhams, c'est 813 000 ou 814 000 dirhams. Énorme, 35% en fait. Et que on s'aperçoit aussi que la partie bleue ici du cercle, c'est en fait l'intérêt qu'on donne à la banque. C'est en fait le profit de la banque. Et qu'en fait, le profit de la banque, c'est 860 000. Alors, j'ai calculé sur un prêt, si vous voulez avoir ça, les amis, c'est sur un taux à 3,25% aux Émirats. 3,25% aux Émirats sur 25 ans. D'accord? Et on s'aperçoit que ce qui est en bleu, c'est le profit de la banque. C'est ce qu'on va donner à la banque. D'accord? Et que la banque, effectivement, c'est un investissement pour eux parce que ils travaillent pas pour cet argent. C'est toi qui travailles. D'accord? Et que ce profit, cet intérêt, eh ben, il se monte à peu près 866 154 dirhams que tu donnes. Pour pouvoir avoir le financement. Donc, en gros, tu as à peu près 200 000 euros que tu donnes à la banque tout au long de ces 25 ans pour cet achat, pour un achat comme ça, de 500 000 euros. D'accord? C'est énorme, absolument énorme. Et donc, tu te dis, ok, bon, c'est pas grave, mais je paye quand même moins, Hamza, je paye quand même moins que mon loyer. D'accord? Donc, tu réalises qu'il faut que tu mettes de côté un petit peu plus. D'accord? Les 188 000 dirhams que tu as donnés alors en France, ça serait le notaire, donc le gouvernement, l'agent immobilier, et je sais pas, et l'assurance, et je sais pas quoi. Alors là, on dit pas qu'il y a des travaux en plus dans la maison. Non, il y a rien, c'est propre, c'est tout nickel. On va dire, d'accord? Je prends le meilleur des cas. Et puis on se dit, super, mais comme ça, au moins je paye à peu près 110 000 dirhams par an.
au lieu de 160 000 dirhams par an. Donc, super. Et là, tu t'aperçois, ah mince, j'ai des charges de copropriété. Ouais. Je dois, maintenant, en plus, en tant que locataire en France, tu as des charges de copropriété. Si tu as une villa, tu as les taxes, comment on appelle ça, ces taxes de, tu sais, pour... Taxes foncières. Taxes foncières, merci, etc., etc. Et tu te dis, ah bon, bah si on rajoute ça, on se dit, quelle est l'économie? Bon, bah l'économie, maintenant, elle se réduit. 35 000 dirhams par an. Ouais. 35 000 dirhams par an. D'accord? Et là, on s'est dit, bah c'est quand même mieux. C'est quand même mieux, Hamza. Et là, je te dis, attends, pour 35 000 dirhams par an, tu as, en plus, un appartement à La Palme, c'est 40 000 dirhams. Pour un 2-bedroom, d'accord, à La Palme, c'est 40 000 dirhams de charges de copropriété, donc de service fees, ok, de building maintenance fees. Ouais. Donc, tu mets presque 813 000 dirhams, 814 000 dirhams, et pour économiser 35 000 dirhams. C'est comme si je te disais, Thierry, si tu as 800 000 dirhams, je veux bien te donner 35 000 dirhams pendant les 25 prochaines années. Mais tu vas me dire, mais pourquoi je ferais ça? Moi, par contre, je les investirais autrement. Moi, cet argent-là que tu vas me donner, je vais l'investir très différemment et on va le voir dans une seconde. Mais en réalité, tu commences à faire de l'argent dans 25 ans. Tu commences à faire de l'argent dans 25 ans. Je ne sais pas si tu as eu le commentaire encore ou pas, mais en général, il y a tout de suite une objection. Hamza, quand je discute avec mes amis, objection, votre honneur. Et ils disent, tu peux le vendre à n'importe quel moment et faire un profit. Et faire un profit. Et c'est là que j'ai envie de te dire, l'objection, elle est là. C'est que la majorité des gens pensent ça. Oui. C'est parce qu'on n'est pas éduqué financièrement. Alors écoute bien, Thierry. Oui. J'ai un taux d'intérêt à 3,25%. Pour que je fasse du profit, il faut que l'appréciation de la maison ou de l'appart que j'ai acheté soit plus grand que 3,25 par an. Il faut que le marché de l'immobilier augmente de plus de 3,25% par an. Et c'est pas fini. J'ai en plus payé, tu sais, les charges. Et ouais, les grosses charges, le notaire, la taxe, l'agent immobilier, etc. Donc en fait, il faudrait que, peut-être il faudrait que pendant les 5-6 prochaines années, pour que je fasse 1 euro, 1 dirham, que je commence à faire de l'argent à la vente, il faudrait que, en fait, ça monte de 4, 4,5%, 5% pendant les 5 prochaines années. Bon courage, les amis. Bon courage. En fait, on réalise qu'en fait, c'est pas si vendable que ça, le truc. Et que finalement, en plus de ça, on peut pas vraiment faire un profit, que finalement, toute l'opération, elle est, au bout de 5-10 ans, nulle. Ou alors, on garde notre appart et on espère avoir un appartement dans 25 ans. Mais tu as un appartement dans 25 ans, t'es esclave. Oui. T'es esclave. Alors, je tiens à dire Vas-y. quelque chose. J'ai été agent immobilier pendant 2 ans et en fait j'ai pu observer de visu le blocage du marché immobilier en France. C'est-à-dire qu'en fait les gens pensent que ils vont gagner de l'argent en vendant leur maison et très souvent quand ils vendent leur maison ils veulent en acheter une. Et alors là ils sont coincés dans un paradoxe qui est je veux vendre ma maison tel prix et en racheter une pas très loin vachement moins cher. Et en fait, il faut bien comprendre que un investissement immobilier, alors je serai pas aussi radical que Hamza, mais un investissement immobilier, en fait, si vous achetez une maison, c'est plutôt pour ne pas trop perdre d'argent. Si vous achetez une maison pour habiter dedans, c'est pour ne pas trop perdre d'argent par rapport au loyer. Mais dites-vous bien que si vous avez réellement besoin, par exemple, je sais pas moi, de 100 mètres carrés de maison, eh bien, la personne qui vous achètera cette maison, elle a les mêmes besoins que vous, elle a probablement les mêmes revenus que vous, donc en fait, elle va pas pouvoir surpayer la maison. Et même topo, vous allez aller ailleurs et dans cet ailleurs, il y a aussi un prix et des gens qui espèrent aussi faire des bonnes affaires. Et en fait, le marché se bloque intégralement comme ça parce que tout le monde imagine trouver un pigeon et ne pas en être un.
malheureusement, ça marche pas comme ça. C'est un flot, ça circule. Le mieux que vous pouvez faire avec la maison que vous habitez ou l'appartement que vous habitez, en fait, c'est de moins perdre sur les loyers. Mais vous n'allez pas réellement gagner d'argent avec ça. Alors, c'est des choses qui arrivent. Il y a des gens qui font comme ça de très bonnes opérations immobilières sur le long terme, mais c'est exceptionnel. C'est du même domaine, comment dire, que les accidents de voiture. Quand vous prenez votre voiture, vous n'espérez pas que vous allez avoir un accident qui va vous permettre de mourir. Pourtant, c'est ce qui arrive, et votre cerveau considère en fait le cas positif qui est le cas le plus fréquent. Donc dans ce cas-là, c'est très bien, comme quoi vous allez arriver sain et sauf à bonne destination. Ben, dans l'immobilier, désolé, mais dans l'immobilier, en fait, s'enrichir avec la maison qu'on a achetée pour habiter dedans, c'est un cas exceptionnel. C'est pas le cas courant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Super. Donc, je te redonne la parole. Ça vient d'un ancien agent immobilier, donc c'est super. Écoute, moi je vais essayer de clore le sujet une fois pour toutes, les amis, parce que je vous ai dit de toute façon au début que j'allais vous bousculer, que vous alliez pas forcément m'aimer, etc. Et surtout les gens qui ont investi, t'imagines, toute leur vie. Oui, bien sûr. Dans un financement, un crédit immobilier. Ça veut pas dire que vous devriez pas regarder le truc, parce que ça va rien changer en fait. Alors écoutez, le truc c'est que c'est pas une asset. Point barre. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Et ne prenez pas une seule raison et essayez de détruire cette raison en disant non mais. Non, prenez tout le dossier de raisons que je vais vous donner. La première des raisons que je vous ai données, c'est que quand vous achetez un appartement, si vous l'achetez à 3,5%, d'accord? Eh bien, il faut que le crédit immobilier, le marché de l'immobilier grossisse à 3,5% par an pour que vous fassiez opération nulle à la vente. J'ai même pas pris en charge les frais que vous allez devoir payer pour tout ce qui est achat. On l'a vu, hein, tout ce qui est assurance, l'agent immobilier, les taxes, etc. J'ai même pas pris en compte ça, d'accord? Deuxième raison, c'est que, tu sais, c'est exactement comme si tu me disais, je loue une voiture en ce moment. Si je vais à la banque et que j'achète une voiture en crédit, crédit, je paye effectivement moins de loyer, donc ma voiture est un asset. Niet. Oui. C'est un saving. Mais ça ne fait pas d'argent. Rappelez-vous, la définition stricto sensu d'une asset, c'est ce qui fait de l'argent. Alors, maintenant, troisième raison, Thierry. Oui. Tu passes de 160 000 dirhams par an à 110 000 avec un crédit immobilier. Ouais. Ok. Mais pourquoi tu déménages pas dans un truc plus petit à 110 000 alors? C'est opération égale. Puisque pour 25 ans, tu vas avoir ça. Si c'est ça, arrête de mettre 800 000 dirhams sur la banque. C'est juste pour faire un saving. Le saving, tu peux le faire si tu déménages à un endroit différent d'où tu es. Un peu plus en banlieue et tout ce que tu veux. Ce n'est pas un asset. Un asset, c'est strictement ce qui fait de l'argent. Donc, en gros, tu peux le tourner comme tu veux. Ça fera pas d'argent. Ça fera plus de savings. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que, tu vois, je suis allé, je louais une voiture. Oui. Ça me coûtait de l'argent. Je suis parti l'acheter à crédit. Ouais. Et puis, j'appelle ma voiture une asset. Ouais, mais non, Hamza, parce que le prix de l'immobilier, quand même, c'est stable. Ça peut se revendre beaucoup plus cher. Les amis, mais non. À moins que, au bout de 10, 15, 20 ans, peut-être que vous allez commencer à avoir du profit. Mais ça échoue le test de devenir indépendant financièrement en 5 ans. Oui. Ce n'est pas une asset. C'est si le marché immobilier prend bien. Si. Et ça, c'est dans 10, 15, 20 ans. C'est pas dans 3, 4 ans. Vous imaginez ce que vous êtes en train de me demander, que le marché immobilier évolue plus vite que le taux d'intérêt. Vous êtes en train de que votre taux d'intérêt est ce que vous avez dépensé. Les amis, en plus de ça, et c'est la dernière raison, en général, tu sais ce qu'ils font, Thierry? Les gens qui achètent un appart. Non. Ils achètent une villa et c'est un petit peu plus grand. Ouais. Que ce qu'ils... Ah oui, tant qu'à faire. C'est leur. Oui, donc, et puis puisque ça coûte moins cher de payer, puisque la charge mensuelle est moins élevée.
Exactement. Et du coup, ils se mettent à payer plus en charge énergétique. Ouais. Ils se mettent à consommer plus d'essence pour aller au boulot et revenir du boulot. Ils se mettent, etc., etc. En fait, on achète plus grand et on se met et on appelle ça une asset. J'espère que ça deviendra une asset, mais c'est pas au niveau de ce dont on parle, les amis. Ouais. Ce dont on parle, c'est la fast track, l'autoroute pour être indépendant financièrement. C'est pas parce qu'on achète quelque chose et que ça nous fait des savings que c'est une asset. Non, c'est une liability qui nous coûte moins cher. Pour l'instant. À moins que vous faites le petit d'audit. Et j'ai envie de te dire, Thierry, tu me l'as dit tout à l'heure, la meilleure opération, c'est si tu vis dans un appart et que tu achètes l'appart où tu vis. Parce que effectivement, le coût de la vie reste similaire, c'est-à-dire que ta distance au travail, tu sais, la consommation énergétique, etc. Mais en plus, tu payes moins. Alors, effectivement, c'est un savings. C'est une économie. Une économie. C'est une économie. Ça fait pas d'argent, les amis. Une asset, ça fait de l'argent. Point. Barre. C'est tout. C'est tout. Les exemples sont nombreux de gens qui ont voulu. Tu sais, j'ai un ami, je vais pas donner trop de détails parce qu'il m'en voudrait, mais j'ai un ami qui a acheté un super appartement, mais vraiment, non, magnifique. Oui. C'est à côté d'une grande société nationale. Cette grande société nationale, il s'est dit, voilà, je suis juste à côté, mais il y a un petit peu rien autour. C'est vraiment dans les banlieues un petit peu lointaines de la ville, et il s'est dit, c'est safe. Puisque la grande société nationale, c'est une société gouvernementale, elle ne verra jamais, le job est stable. Et alors, il s'est dit, d'un seul coup, il y a une vague comme ça de gens qui sont en train de se faire virer. Et là, il se dit, mince, faut que je le vende. J'ai discuté avec lui il y a peut-être 3-4 semaines. Il n'arrive pas à faire de l'argent dessus. Il l'a acheté il y a 5-10 ans. Il n'arrive pas à faire de l'argent dessus, ou l'argent qu'il voudrait. Les amis, c'est un leurre. Point barre. Oui, ça voilà. C'est quelque chose que j'ai expérimenté dans ma carrière d'agent immobilier, c'est que il y a aussi, si on en parle peu, des retournements du marché. Donc par exemple, le quartier dans lequel vous avez investi perd toute attractivité, ce qui explique d'ailleurs la multiplication en France des associations de défense de propriétaires, vous savez, contre la construction de celui-ci, contre le machin de cela, et ainsi de suite. Et puis il peut se passer des phénomènes extérieurs totalement imprévisibles. Alors je sais, votre cerveau va le rejeter, ça c'est normal. Donc juste vous m'écoutez, vous m'écoutez, puis ça va faire son chemin. Il existe dans certains endroits en France des endroits où l'immobilier a baissé. Et quand je dis baissé, c'est pas qu'un peu, c'est énormément. Je vais vous citer par exemple le département du Lot. Il y a eu des incitations fiscales, de la défiscalisation, et les gens se sont dit oh ouais, mais attends, moi je vais acheter un appartement, mais je veux là je vais reprendre quelque chose que tu as dit récemment dans une de tes vidéos, Hamza. Je veux des locataires français. Vous savez, des biens blancs et ainsi de suite. Donc, je vais pas construire dans les banlieues parisiennes ou lyonnaises ou marseillaises, là où il y a du besoin. Non, j'ai l'idée du siècle. Je vais construire dans le Lot où il y a personne et où il y a que des retraités. Et les gens ont acheté des biens et les prix des biens se pètent la gueule. Et c'est à double détente parce que vous pouvez dire bon, ok, la personne qui vient d'acheter, c'est bien fait pour elle et ainsi de suite. Oui. Mais la personne qui avait investi précédemment dans le lot, en se disant, voilà, parce qu'il y avait quand même une petite augmentation de la population naturelle, cet afflux de maisons sur le marché fait que, en fait, ça vaut rien. Et c'en est à un point où les jeunes dans ce département n'achètent plus de maisons parce que les prix des loyers n'arrêtent pas de chuter. Oui. Voilà, parce qu'il faut savoir que dans ce système de défiscalisation, excuse-moi Hamza, j'ai oublié de le dire, mais si c'était fait justement pour mettre les logements en location, et le propriétaire paye des pénalités au bout de 2 ans s'il n'a pas de locataire. Voilà. Et voilà. Tu sais, je te dis un truc aussi, surtout, tu sais, le vendeur, l'agent immobilier, il va toujours te dire, ouais, il y a une station de métro qui va se construire dans 15 ans, dans 10 ans, dans 3 ans. Il y a un grand centre commercial qui va se machiner. Et en fait, son but à lui, c'est de faire sa vente. Il se tape une commission de malade sur votre dos, les amis.
D'accord? Il faut pas être la proie de ces choses-là. Il faut plutôt dire, attends, moi mon but c'est d'être indépendant financièrement. Est-ce que ça va me permettre d'être indépendant financièrement? Non, mais Hamza, c'est un démarrage. Ben, j'espère que je vous ai prouvé que non, parce que tu achètes ton bien et au bout d'un an et demi, il y a une usine qui s'implante. Oui. Au bout d'un an et demi, il y a une usine qui arrive et qui dit, tiens, je vais me mettre ici maintenant. Et voilà. Ouais. Ou alors il y a une autoroute qui commence à passer, ou Oui. une ligne d'avion qui commence à s'ouvrir sur ça. Et ben ça, l'agent immobilier, peut-être qu'il le sait, qu'il le sait pas, mais il va pas vous le dire en tout cas. Ça c'est sûr. Et puis derrière, t'as ton truc et tu dis mince, ah ouais, ça craint en fait, mais bon, vaut mieux vivre ici que franchement gaspiller notre argent. Les amis, c'est pas un asset, c'est pas un asset. Je veux bien que ça fasse un petit peu d'économie, mais ce n'est pas comme ça qu'on va arriver à une indépendance financière. On continue. Et en plus de ça, quand vous vous mettez en dette, quand vous mettez autant d'argent sur un investissement qui ne vous rapporte pas, qui ne crée pas de l'argent, d'accord? Parce que rappelez-vous, si c'est juste pour faire des savings, vous pouvez déménager. D'accord? Si c'est juste, c'est pour ça que je vous dis, un asset, c'est strictement ce qui fabrique de l'argent. D'accord? Donc derrière, vous êtes maintenant enchaîné, vous avez des dettes, vous avez intérêt de garder votre travail. Si par malheur, vous perdez votre travail, l'entreprise ferme, un accident de parcours, quelque chose, un des conjoints perd son travail, quoi que ce soit, un des conjoints tombe enceinte, en général la femme. Oui, en général, ouais. et tu vois, et d'un seul coup, ça peut vous mettre sous pression, les amis. Ça peut vraiment vous mettre sous pression. Donc voilà, c'est pas ce que je vous espère. La meilleure transaction que vous pourriez faire pour économiser de l'argent et pas pour faire de l'argent, ce serait d'acheter là où vous louez. Comme ça, au moins, vous êtes à plus-value. Vas-y. Ouais, je disais, vous êtes à périmètre constant. Donc, à périmètre constant, l'économie est mesurable. Exactement. Et c'est un travers de notre époque. À une époque, j'ai côtoyé dans ma vie associative des gens qui étaient en surendettement, et une partie de leur surendettement a commencé comme ça, c'est-à-dire ah bah tiens, je vais moins dépenser sur quelque chose, donc l'argent que je dépense en moins, je vais l'utiliser pour acheter en plus. Typiquement, j'étais dans un appartement, je m'achète une maison plus grosse ou des choses comme ça. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. Les amis, si vous voulez juste avoir une maison, être le propriétaire d'une maison ou d'un appartement dans 15, 20, 25, 30 ans, eh bien, mettez des locataires et faites en sorte que ces locataires, c'est eux qui payent pour tout ça. Et qu'en plus, au-dessus de votre mortgage, si vous avez un mortgage de 110 000, mettez des locataires de 160. Vous gagnez tout de suite cet argent. Là, la propriété devient un investissement qui fait de l'argent. Là, la propriété fait du sens. Vous pouvez déménager si vous voulez, mais pour gagner de l'argent, tu vois, l'idée, c'est de dire, attends, je paye 160 000 dirhams de loyer par an, Thierry. Oui. D'accord. Alors, je vais me mettre sur un truc à 110, mais en plus de ça, j'achète un appart, et regarde ce qui se passe, c'est que maintenant, le locataire, lui, me paye aussi une plus-value par rapport à mon crédit immobilier. Donc, non seulement j'ai fait une économie d'ici, de 160 à 110, mais en plus, maintenant, je fais de l'argent. Effectivement, j'ai acheté un bien qui est en train de faire de l'argent tout de suite. Tu vois un peu, comme c'est pour ça que je dis, la façon dont on achète les appartements ou les propriétés sont les mauvaises. Donc voilà, les amis, je vous ai dit que j'allais peut-être vous embêter un petit peu. En gros, ce que je voudrais qu'on arrive à établir, tiens, c'est que il y a une différence entre un revenu passif et un revenu actif. Un revenu actif, c'est un revenu qui dépend de tes heures de travail. Sans travail, pas de revenu. Sans job, pas de revenu. Un revenu passif, c'est dans le dernier exemple que je viens de donner, c'est que ce locataire, sans que tu aies à travailler, va te donner une plus-value par rapport à ton investissement. Et c'est de l'argent qui rentre tout de suite. Je te parle pas des économies. D'accord? De faire des économies. Si c'est pour faire des économies, déménagez. N'investissez pas 800 000 dirhams pour faire des économies. Déménagez, c'est gratuit.
de déménager. Laissez vos 800 000 dirhams pour des choses qui vont vous faire de l'argent, les amis. Voilà ce que je dis. Là, le temps est limité. Tu sais, quand on se concentre sur juste le travail, un revenu actif qui dépend de notre temps, de notre carrière, on est limité. Parce que le salaire est limité. Il peut augmenter un petit peu. Mais tu sais ce qui est pas limité, Thierry? C'est le profit. Le profit d'une société, en théorie, n'est pas vraiment limité. Il y a toujours moyen de faire un peu plus de profit. C'est ça la beauté du business. C'est que c'est cette idée que ça peut prendre feu. Donc c'est ça que je veux dire. Tu sais, il y a ce livre, donc Père riche, Père pauvre. Je crois que c'est dans le 2e livre, Père riche, Père pauvre 2, qui s'appelle Cash Flow Quadrant, où Robert T. Kiyosaki, c'est lui, l'auteur, il dit il y a 4 façons de générer de l'argent. Soit vous êtes un employé, vous avez un job, et là effectivement vous faites un petit peu d'argent par rapport à celui qui a la société. D'accord? Vous n'êtes pas là pour gagner beaucoup d'argent. D'accord? C'est sûr et certain. Ou alors vous êtes freelance ou vous travaillez pour vous-même, c'est-à-dire dans un cabinet de médecin, d'avocat, de coach, votre serviteur, etc. Et là, effectivement, je suis limité au nombre de clients que je peux prendre et au nombre d'heures que je peux travailler. Dans ces 2 cadrans-là, je suis perdant. Je n'ai pas l'option de sortir de ce piège, de cette roue, tu sais, où je tourne comme dans ma photo, tu sais. Cette roue de hamster, ouais. La roue du hamster. Je peux pas. Ça sera jamais suffisant, les amis. Vous voyez ce que je veux dire? L'inflation naturelle, l'augmentation des taxes, etc., fera que j'y arriverai pas. D'accord? Et c'est un petit peu ce que j'ai envie de vous demander sur quoi j'ai envie de vous demander de réfléchir. Simplement. L'autre quadrant, c'est que vous avez un business. Alors, attention. Avoir un business, ça ne veut pas dire travailler dans le business. Vous pouvez travailler au début pour mettre en place le business, mais le but d'avoir un business, c'est d'avoir le business qui travaille pour vous. Ouais. La pire chose qui m'est arrivée dans ma petite carrière d'entrepreneur, c'était le démarrage, mes 4-5 premières années, où tu sais quoi, Thierry, je travaillais pour mon business. C'était un truc de fou. J'avais pris mes petites économies, j'avais mis en place un business et je travaillais dans le business. Et si jamais je travaillais pas, mon business coulait. En fait, j'ai échangé un job avec un autre job. Je suis devenu et je suis encore esclave. Non, je parle de gens qui ont des business, qui ont créé des systèmes, des process qui font que ça travaille pour eux, des gens qui travaillent pour eux. Ça, c'est les business qui marchent. Ray Kroc, il est pas à McDonald's. D'accord? Vous le verrez jamais. Vous regardez la chaîne de restaurants Shakespeare, vous verrez jamais un actionnaire ou le dirigeant de Shakespeare qui est là-bas. Jamais. Ça tourne sans lui. Encore heureux. Ça, c'est un vrai business. D'accord? Et bien sûr, ça s'apprend. Hein. Ça s'apprend soit dans la douleur, en le faisant soi-même, et puis après on réalise, un peu comme moi, un peu peut-être dur et bête. Ou alors, quoique j'ai aussi heureusement pris 2 coachs, je voudrais pas les faire comme si j'avais tout appris tout seul. Mais tu sais, ou alors on l'apprend en s'instruisant. Des programmes, des certifications, des coachs, des livres, des vidéos, etc. D'accord? Et il y a une recette. Ce que j'essaie de dire, Thierry, c'est pas que il y a pas de risque d'avoir un business. Oui. C'est que le risque, il est proportionnel au degré d'ignorance. Le risque, il est proportionnel au degré d'ignorance. Si tu n'as jamais fait un business et tu sais pas comment faire un business, c'est risqué. Si tu n'as jamais acheté un business et tu sais pas comment acheter un business, risqué. Par contre, si tu sais, c'est pas très risqué puisque tu sais. C'est comme si, tu sais, on cuisine, on joue avec le feu, on met des ingrédients, on sait pas si ça va être bon ou pas, mais si on n'a jamais cuisiné, c'est risqué. On laisse pas les enfants cuisiner souvent. Oui, puis c'est risqué pour la santé de ceux qui le mangent. Aussi. Mais par contre, quand t'as la recette, Thierry, même si tu l'as jamais fait, mais quand t'as la recette, c'est beaucoup moins risqué. Peut-être que ce sera pas à 100%. Mettons que ce sera à 50%. Mais tu t'en sors quand même. C'est comestible. Oui. C'est ça ce que j'essaie de dire. C'est que le premier vrai investissement, les amis, c'est vous. Si vous ne changez pas, si vous continuez à garder cette idée que, ouais, j'aimerais bien acheter un appart, après j'aurai un appart. Super, ok, cool. Et après?
Ben, après, je peux le vendre. D'accord, et tu rachètes un appart, j'imagine? Ouais. Ok. Bien. Et si tu le gardes, bah au moins j'ai un toit sur la tête. Ouais, mais comment tu fais comment après pour manger tout ça? Ouais, mais après on verra. Non, les amis, il faut avoir un plan d'action. Il faut avoir un vrai plan d'action. Et ça voudrait dire qu'il faut d'abord changer sa mentalité, sa façon de faire. Bien sûr, vous allez avoir des réflexes et vous allez me dire mais n'importe quoi. Là, franchement, Hamza il dit des trucs intelligents des fois, mais des fois c'est là, par contre là, c'est normal. Gardez l'esprit ouvert, les amis. J'ai aucun intérêt à vous mentir, aucun intérêt à partager ça avec vous. Je l'ai appris dans la douleur, d'accord. Et le dernier quadrant, ou cadran, c'est le cadran de l'investisseur. L'investisseur, les amis, il travaille plus. C'est l'argent qui travaille. C'est l'actionnaire chez Total. C'est le gars qui a des bons ou des sukuk, des obligations, on dit en français, oui. Ouais, des obligations. Des obligations. C'est le gars qui a justement des propriétés, où il a de locataires, où il travaille plus. Il a mis ça en gestion avec une agence, il travaille plus. C'est l'investisseur. C'est de l'argent qui fait de l'argent. Point barre. C'est magnifique. C'est magnifique. Et en plus, c'est de l'argent safe. C'est-à-dire que c'est du passive income. Ça fait de l'argent même quand tu dors. Même quand tu dors, ça fait de l'argent. C'est le locataire qui va se réveiller tous les matins pour aller travailler pour te payer. D'accord? Et c'est ça qui est important. Moi, c'est ce que j'ai envie, Thierry, c'est qu'à la fin, les gens arrêtent de réfléchir en I et en E et en S, mais en B et en I. En business owner, en investisseur. C'est ça qui est important, les amis. Donc comment, alors, attends, comment tu veux être un business owner? D'abord, tu deviens pas un business owner, tu t'éduques. C'est simple, hein. Soit tu as du temps et de l'argent pour t'éduquer, c'est-à-dire, tu mets 100 000 dirhams, tu as du temps, tu galères pendant 1 an, 2 ans, là oui, c'est une bonne éducation. Même si tu les perds, c'est une bonne éducation. Ou alors, tu t'éduques réellement. Tu prends un mentor, quelqu'un qui a déjà acheté un business, quelqu'un qui a déjà monté un business. Et tu lui dis, tu me lâches pas. Je peux pas me gourer. Je te paye. Yes, c'est là que tu vas réussir. Tu achètes un livre, tu t'éduques pour que le risque il diminue. D'accord? Quand tu sais comment acheter un business, par exemple, Thierry, tu sais que tu peux l'acheter entre 2 et 4 fois le profit annuel. À peu près. D'accord? Ou l'EBITDA. Vous savez pas où tu es. D'accord? Donc, EBITDA, c'est Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortissement. Donc, bon, les revenus avant ça, d'accord? 2 à 4 fois, ok? Cool. Ça fait, si c'est un business qui marche, qui fait de l'argent et qui fait des profits, c'est un bon investissement. Si je mets 200 000 dirhams et que je fais 70 000, on va dire que je pensais avoir plus, je pensais avoir 100 000 par an d'après le vendeur, mais je me suis un peu gouré parce que c'est mon premier business. J'ai mal fait la palpation. Je m'en tire qu'avec 70 000. D'accord? Bah, regarde Thierry, combien j'ai investi ici? 200 000. Dans une maison, j'ai investi combien? 813, c'est ça? Oui, c'est une blague. Ça, ouais. Voilà. Donc derrière, il faut faire les calculs. Moi, je peux faire maintenant que je commence à gagner 70 000 dirhams dans des business. Attention, Thierry! C'est pour gagner 70 000 dirhams par an. C'est des business qui ne requièrent pas que tu travailles. Ouais. D'accord? T'achètes un pressing. Un pressing, quand tu vas au pressing, tu vas pas le propriétaire du pressing en train de repasser ta chemise. Tu le vois en France. D'accord? Mais c'est quelque chose qui me tue. Mais bon, c'est un autre débat. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que quand tu achètes une franchise, la franchise elle est faite pour rouler sans toi. C'est un système que tu achètes. Quand tu achètes un coiffeur, quand tu achètes un homme ou femme, t'es pas là en train de couper les cheveux. D'accord? Il faut que ce soit un business qui ne consomme pas ton argent. Ton temps, pardon. Ton temps. D'accord? Oui. Quelque chose qui soit semi-passif ou passif complètement. Parce que peut-être que tu devras recruter des gens ou régler quelques contrats de travail ou faire un peu de compta si tu veux pas payer un comptable ou des choses comme ça. Peut-être, mais c'est pas monstrueux.
Tu peux le faire en gardant ton emploi. Sauf que maintenant, tu es en train de couvrir 70 000 dirhams de coût de vie. Tu es en train de le faire. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand tu mets de l'argent de côté et que tu as déjà 70 000 dirhams par rapport à avant? Tu as maintenant 70 000 dirhams qui sont couverts de coût de vie. Tu mets plus d'argent de côté ou pas, Thierry? Théoriquement, à une vitesse fracassante. C'est une vitesse beaucoup plus rapide maintenant. Il y a cette espèce... Alors, comment on dit compound effect? Alors, la traduction littérale... Comment? Exponentiel. Oui, ou un effet boule de neige. Effet boule de neige, ouais. Un effet exponentiel. Un effet exponentiel où maintenant que tu commences à gagner d'argent, donc tu mets beaucoup plus d'argent de côté. Tu es en train de te préparer à acheter ton deuxième business. C'est ça qui est magnifique. Si tu réfléchis bien, ton deuxième business est en train aussi de commencer à te faire un peu d'argent. Et en plus, là, cette fois-ci, tu te feras moins avoir. Là, tu négocieras le prix parce que tu sais vraiment comment les choses fonctionnent. Bah oui, parce que c'est ça l'éducation. Et derrière, tu vois, tu mets juste sur un seul business. Si tu dis juste 70 divisé par 200, c'est 35% de retour. Mais c'est de l'argent que tu touches cash maintenant, tout de suite, tu le récupères. Alors ceux qui me disent, ouais mais Hamza, tu peux revendre la maison. Ouais mais Hamza, tu peux reprendre le business. Et alors? Moi, si je cherche en 5 ans, je vise des choses qui vont me rapporter beaucoup plus d'argent, beaucoup plus rapidement. Ouais mais c'est plus risqué. Bah, j'espère que tu as le temps. Risqué égale, ouais, mais je suis plus ignorant. Bah, éduque-toi. Éduque-toi. Aujourd'hui, j'ai 2 business. Ouais. J'en monte un. Et je suis capable de faire ce genre d'émission. Et le premier business avait l'habitude de me prendre 6 jours par semaine. Au début, 6 jours par semaine, jusqu'à 20 heures, des fois 21 heures, 22 heures le soir. J'ai tout systémisé. J'ai appris. C'est ça que j'essaie de dire aux gens, à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui nous suivent, c'est que il faut absolument sortir de cette matrice. Il faut absolument sortir de cette logique on regarde nos parents, on regarde les autres. C'est pas comme si ça réussissait. Arrêtez de faire la même chose que... Il faut absolument changer. Si vous voulez juste faire des économies en loyer, déménagez. Votre argent, investissez-le dans des choses qui vont commencer à vous faire du cash. D'accord, les amis? Pour ceux qui seraient tentés par l'aventure et qui seraient malheureusement trop feignants pour apprendre comment, je veux juste vous mettre en garde. Acheter un business, les gens y rêvent. Les vendeurs, ils veulent s'en débarrasser au plus gros possible. Sauf qu'il y a plein d'entourloupes. Il y a plein d'entourloupes. Donc c'est pas attention, ouais, il m'a dit d'acheter un business, il est à combien le tien? 250, ok, 150, vas-y, ok. Non. Il faut savoir comment valuer un business. Oui. Un petit business, c'est en général, tu sais, t'as les ventes, après t'as les coûts, et il reste le salaire. Le salaire de la personne qui le manage. Le salaire de la personne qui travaille, qui le gère, Eh ben, souvent, quand c'est le propriétaire du business, c'est lui qui le manage. C'est lui qui est tout le temps là-bas. T'as un coiffeur, c'est lui qui est un des coiffeurs et le manager. Et il dit, ouais, je me fais 10 000 dirhams par mois en profit. Non, monsieur, tu te fais 10 000 dirhams en salaire. C'est ça qui est très très important. Le profit, c'est ce qu'il y a à la fin. Et tu multiplies ça par 2, 4 fois. Ouais. C'est ça un business de service. Il y a déjà une base de données, il y a déjà une stabilité. Moi, je voudrais un retour sur investissement de 35%, pas moins. Si c'est un business de retail, tu sais, dehors, bah, c'est super risqué parce que tu sais, t'achètes un coiffeur, bon, bah, t'as 2 autres coiffeurs qui ouvrent et qui te font une guerre des prix, t'es mort. C'est très risqué. T'as un coiffeur qui part, il prend toute sa clientèle, il leur texte, il leur dit, venez, j'ai trouvé un autre coiffeur super bien, je travaille ici. T'es mort. C'est super risqué. Je voudrais un retour sur investissement de 50%. Ah, je suis méchant. Hein. Je suis pas là pour être gentil. Je suis pas là pour être, tu sais, l'agneau ou le dindon dans la farce. Enfin, je sais pas qui dit la farce du dindon. Le dindon de la farce, oui, ça se dit. Dindon de la farce. Merci. Essayez de me rappeler des expressions. Voilà. Faut pas que je fasse ça. Et c'est la dinde qui est farcie. Oh là là.
Voilà, et donc voilà, tu comprends ce que je veux dire, Oui. c'est que il faut être très très affûté dans ces choses-là. Donc je voulais vous prévenir par rapport à ça. Quand les gens vous disent ouais, il fait tant de profit, demandez-leur, et votre salaire il est de combien? Ben je prends ça en dividende, de temps en temps je me paye. Bon ben c'est votre salaire alors. Un autre truc, tu sais, c'est que je vais le dire tout à l'heure. Le plus important, c'est que ton revenu, avoir du revenu, c'est différent d'avoir un profit. Oui. Souvent les gens, vas-y. Je vais juste un petit rappel. On a déjà parlé de ça dans l'émission pour savoir s'il était temps de se lancer. Le fait que quand vous créez un business, vous devez vous compter un salaire, et que c'était un des graves défauts des gens qui se mettent à leur compte de comment dire, en fait, d'imaginer qu'ils vont travailler à salaire zéro, donc ça permet de produire un équilibre financier artificiel, parce que eux ils ont quand même besoin d'argent, et c'est aussi un bon moyen d'aller droit vers des catastrophes. Le pire étant par exemple des gens qui finissent par travailler et par travailler comme des fous pour arriver à un revenu proche de zéro et à avoir des employés qui eux gagnent leur vie, alors pas forcément hyper bien, ça j'ai connu, mais moi. je veux dire, voilà, moi j'avais une copine qui avait qui s'était lancée dans le ménage à domicile. Ça marchait super bien, et puis elle a fait l'erreur. Alors ça, on pourra en reparler plus tard. D'écouter son comptable, qui lui a dit oui, vous devriez grossir. Et donc elle a embauché des gens. Et le problème, c'est que c'est une industrie purement de main d'œuvre, on s'appelle le ménage à domicile. Et ben quand ses employés ne venaient pas, quand ils étaient malades, elle était obligée d'aller travailler. Et à un moment donné, eh ben elle s'est retrouvée, elle gagnait moins d'argent que ses employés avec des horaires déments. Ouais, c'est la spirale. Le revenu est différent du profit, les amis. Ouais. Avoir un revenu, c'est différent du profit. Souvent, tu sais, Thierry, ce que les gens font, c'est qu'ils gagnent un plus gros salaire. Oui. Et ils disent, ah, et tout ce que cherchent les gens, c'est gagner un plus gros salaire. Mm-hmm. Je dis pas que c'est pas bien. Non. Ce que devraient chercher les gens, c'est le profit. C'est de réfléchir comme si eux, ils étaient une société. Leur profit, c'est leur épargne. Mm-hmm. C'est ce qu'ils mettent de côté. S'ils arrivent à mettre de côté sur un salaire X, ils arrivent à mettre de côté 15%, 20%, bah, ils font 15-20% de profit. S'ils arrivent à mettre de côté 50%, bah, ils font 50% de profit. C'est ça qui est très important. Le profit est plus important que le revenu. Moi, j'ai des gens que je connais qui gagnent très très bien leur vie, mais ils sont dans le trap, tu sais, de la classe moyenne. Ouais. Je gagne bien ma vie, je dépense dans des trucs pas forcément nécessaires, et à la fin, j'ai pas grand chose qui reste. C'est tellement dommage. La profitabilité d'une personne, ou d'une société, ou d'une carrière est plus importante que le chiffre d'affaires de cette carrière. Très important. Donc, comment générer ce premier investissement rapidement? On n'a que 5 ans, Thierry. On n'a que 5 ans. Moi, je vais partir sur le principe que on commence de zéro. Je vais partir sur le principe, Thierry, que, en fait, tout ce que vous avez en épargne, les amis, gardez-le pour les jours pluvieux. On va commencer de zéro. On va commencer de zéro parce que ce serait trop facile de vous dire, bah quoi, vous avez déjà des épargnes. Donc, non. On va dire que vous commencez de zéro. La première discipline pour épargner, effectivement, augmenter son profit personnel, c'est de se payer avant tout le monde. C'est quand même dingue. On gagne un salaire. Et tu sais quoi, on se paye à la fin. On se donne le profit à la fin. On paye Etisalat, l'électricité, le loyer, la voiture, les magasins Carrefour, on paye tout le monde avant nous. Quand tu te payes d'abord, c'est que tu prends une décision que d'abord, je veux un profit et que je vivrai avec le reste. Ce qui va se passer, c'est un truc magnifique, c'est la loi de Parkinson. La loi de Parkinson qui, je ne sais pas si vous vous souvenez les amis, dit que tu te rappelles? Oui, il me semble que c'était une histoire de consommation des ressources. C'est-à-dire que, en fait, plus vous avez de ressources, plus vous allez consommer de ressources. Exact. Ce qui, par exemple, en gestion de projet, pour sortir un petit peu du domaine, finit par dire que plus on vous laisse le temps, plus le projet va prendre de temps à se réaliser. Exactement. C'est
C'est l'étudiant qui fait rien pendant un mois et puis 48 heures avant l'examen, comme par hasard, il est capable de faire un truc qui normalement était censé prendre une semaine. Ouais. Ben voilà. En fait, si vous donnez du temps, vous allez consommer tout le temps. Si le temps est une ressource, on va dire que l'argent est une ressource aussi. Eh bien, si vous vous donnez ça pour vivre, 5000 dirhams pour vivre, vous allez consommer 5000 dirhams. Si vous donnez 15 000 dirhams pour vivre, vous consommerez 15 000 dirhams, quoi qu'il arrive. Mais quand vous vous payez d'abord, ce qui se passe, c'est que tout de suite, ça met une limite. Et les choses, elles sont magiques. C'est que moi, quand on a commencé à faire ça, je me souviens, les discussions qu'on avait, c'était « Ah ouais, mais on peut pas vivre avec ça ». Le truc, c'est que quand on met de l'argent de côté, mettez-le sur un autre compte. Mais c'est le vôtre. Vous n'êtes pas en train de prendre un énorme risque quand même là. Si jamais vous vous êtes raté, vous récupérez, c'est votre compte en banque. D'accord? Donc attention les amis. J'ai un ami comme ça, il m'a dit mais c'est impossible, mais après, le mois d'après j'en aurai besoin. Bah tu le récupères. Sauf que le mois d'après, il n'en a pas besoin parce que la loi de Parkinson s'est mis en pratique. Il a fait avec ce qu'il avait. D'accord. La deuxième chose, c'est de l'automatiser, Thierry. Wow, ça a changé ma vie. Complètement changé ma vie. Je suis parti à la banque et j'ai dit, écoutez-moi bien. Je gagne mon salaire, le premier. Eh ben, tous les deux du mois, je voudrais que vous fassiez un transfert dans mon autre compte en banque, celui-ci, tous les mois. Et j'ai mis en place cette automatisation. Donc, du coup, je me posais plus de questions de « Ah, j'espère qu'on va pouvoir mettre de côté. Ah, combien on met de côté? Ah, gna. » C'était fini, je pensais à autre chose. Pendant ce temps, mon épargne grandissait. Automatisez, les amis. Ne soyez pas manuel, mettez en place un système qui travaille pour vous. C'est la clé, les amis. Numéro 3, attends. Numéro 3, maintenant on va essayer de mettre un effet exponentiel. On met de l'argent de côté, c'est en automatique, on n'y pense même plus. Au bout de 3 à 6 mois, vous allez dire « Waouh, j'ai halluciné !» Ma femme, elle me dit ça des fois. « Waouh, j'ai halluciné !» Bah oui, c'est ça. Quand tu penses à autre chose, tu fais autre chose. Maintenant, si j'ai envie de vous challenger, j'ai envie de vous dire challengez vos coûts. Êtes-vous vraiment obligé de vivre là où vous vivez? Êtes-vous vraiment obligé de conduire ce que vous conduisez? Et êtes-vous vraiment obligé de sortir autant de fois? Êtes-vous obligé? Ce que je suis en train de vous dire, c'est pas de pas profiter de la vie. Je suis en train de vous dire de d'abord créer votre futur. Je suis en train de vous dire de manger le plat principal avant de manger le dessert. De pas tout de suite profiter. C'est tout ce que je suis en train de dire. Et dans le plat principal, vous allez vous apercevoir qu'il y a des choses qui sont bonnes quand même. Qui sont superbes quand même. Tu peux pas être une victime consommatrice, tu sais, un bétail qui consomme pour les grandes sociétés et penser que tu vas sortir de cette roue de hamster. Tu peux pas. Tu es obligé de te dire, attends, je mets de côté, mais si en plus si je mets de côté 5000 dirhams et si en plus je réduis mon loyer de 5000 dirhams, juste le loyer, oublions, juste le loyer. Waouh, ça fait 10 000 dirhams, 120 000 dirhams par an. Bah là, on parle de votre premier investissement, les amis. Ça, c'est juste un petit truc comme ça. Êtes-vous obligé d'avoir une chambre d'amis, les amis? Êtes-vous obligé de payer extra pour, au cas où quelqu'un visite, quoi? Est-ce que c'est important que vos 2 enfants à bas âge aient leur chambre chacun? Est-ce que c'est super primordial? Tout de suite là, maintenant. Parce que moi, je vous dis juste, pas une vie comme ça. Je vous dis un investissement de 3, 4, 5 ans. Ne vous inquiétez pas, s'ils sont jeunes, ils oublieront. Mais c'est ça que j'essaie de dire, simplement. D'accord? Alors, le truc, c'est que, en plus de ça, on va rajouter un effet exponentiel, Thierry. Je vais aller vers mon employeur et je vais lui dire, je veux négocier mon salaire. Il y a une façon de le faire. Il y a une façon de le faire, les amis. Je le sais. Ça marche quand on sait comment le faire. D'accord? Donc, mais à quelle rapidité on est capable d'avoir cette première épargne? Thierry, à quelle rapidité on est capable d'avoir un coussin de cash
pour pouvoir justement mettre de côté. J'ai pas dit on se serre la ceinture, hein. Vous mangez à votre faim, tout va bien. Vous allez en vacances, mais c'est choisir qu'est-ce qui est primordial ou pas. C'est juste ça. D'accord? Oui. Je vais anecdotiser sur ça. Quand j'étais étudiant avec mes copains, il nous arrivait de sortir et on allait à un endroit à Lyon qui s'appelait, parce que je ne sais pas si ça existe encore, le Palais de la Bière. Et ça nous coûtait pas très cher en fait. C'était dans nos moyens, et quelques années plus tard, on a voulu ressortir ensemble. On était tous devenus des jeunes cadres dans l'informatique dans les années 80. Enfin bon, c'est une époque que vous n'avez pas connue, mais on gagnait très bien nos vies. Et en fait, paradoxalement, eh bien, comme on avait les moyens, on a payé beaucoup plus cher. Quand on était étudiant, on prenait une bière pression à 2,50 francs. C'était encore des francs à l'époque. Un gros demi. Quand on est arrivé et qu'on était en costard et ainsi de suite, il y en a un qui a pris une bière japonaise, l'autre qui a pris un machin inconnu irlandais, et ainsi de suite. Et je me suis fait la réflexion, j'en ai eu pour 35 francs. Voilà. Et c'était 2 ans plus tard. L'inflation n'était pas passée, il n'y avait pas eu suffisamment d'inflation pour que je passe de 2 francs 50 à 35 francs de consommation. Et somme toute, la bière, elle n'était pas forcément meilleure, parce que ce qu'on allait y chercher là-bas, c'était plutôt de passer du temps avec les copains. Voilà, c'était juste... Ouais. C'est dingue, hein, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est tellement vrai. Alors, tu vois, les gens confondent effectivement, on confond tous, on est tous un peu coupables de ça, de confondre le plaisir avec le bonheur. Ouais. Le bonheur, c'était le temps avec les copains. Le plaisir, c'était ce qu'on pouvait s'offrir, ce qu'on pouvait s'acheter. Ouais. Mais le bonheur, c'est les temps avec les copains dans ton exemple. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui est dommage. Alors, donc, on avance un petit peu. Tu te rappelles, on a parlé de cette catégorie qui sont les gens les plus modestes, les gens qui sont dans la classe moyenne, qui sont un petit peu dans le piège parce qu'ils dépensent énormément et puis ils n'arrivent pas vraiment à mettre de côté. C'est très succinct, c'est ponctuel, c'est de temps en temps et c'est pas assez pour générer assez de cash. Et puis il y a cette partie-là, ces gens-là qui sont vraiment, tu sais, là où j'ai envie d'emmener le maximum de gens qui nous suivent. Ces gens-là qui ont envie de construire des assets qui font de l'argent, qui leur font de l'argent, comme ce business qui me fait de l'argent tout de suite, d'accord? Avec un retour sur investissement très court, 2-3 ans. C'est de ça dont je parle. Mais imagine si tu combines, Thierry, tu combines le fait que tu vas maintenant épargner intelligemment, tu vas mettre de côté intelligemment, tu vas mettre c'est-à-dire que tu vas automatiser les choses, tu vas diminuer tes coûts, peut-être déménager, tu vas te payer d'abord. Tu vas pas dire s'il reste, je mets de côté. Non, drastique, façon complètement différente de penser. C'est en plus de ça, tu combines avec le fait que tu vas augmenter ton salaire. Si ton employeur veut pas augmenter ton salaire, tu cherches un job qui va être un meilleur salaire, sinon tu restes. D'accord? Si en plus de ça, j'apprends à acheter un business qui marche déjà et qui fait déjà de l'argent. Parce que la personne quitte le pays, parce que la personne est trop vieille, elle est trop âgée pour continuer le business. Oui. Tu comprends? Oui. Une raison valable, d'accord? Ou parce que la personne a besoin de cash, d'accord? Eh bien, dans ça, Thierry, tu commences à avoir des choses très intéressantes. Si tu arrives à mettre de côté 5 à 10 000 dirhams par mois, augmenter ton salaire de 5 à 10 000 dirhams par mois, avoir entre 5 et XXX par mois en cash flow que tu génères par le business que tu as acheté, tu commences à t'apercevoir en fait que, tu sais, ma photo où tu avais ce monsieur qui se relaxe et qui avait les billets qui tombaient, tu sais, d'un espèce de tapis roulant, ben ça commence à être logique. Et puis surtout, c'est l'effet exponentiel. La majeure partie des gens réfléchissent linéairement. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent, si je mets 5000 dirhams tous les mois, et ben dans 77 ans, j'aurai assez pour... C'est linéaire. Mais en fait, quand on réfléchit d'une manière exponentielle, qu'on touche plusieurs angles,
eh bien, ça explose, les amis. C'est incroyable, ça explose. Et bien sûr, ça accélère. La courbe de croissance s'accélère à la mode exponentielle, de façon exponentielle. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a un premier business qui génère du cash, quand on a un plus grand salaire, on va renégocier 2 ans après, et qu'on continue comme ça, bah, on met de plus en plus d'argent de côté. Rappelez-vous, les amis, le profit est plus important que le revenu. Le profit est plus important que le revenu. Ne faites jamais l'erreur de dire « Ouais, moi j'ai envie de gagner plus ». Vous avez envie de mettre de côté plus. N'importe qui aujourd'hui, même s'il n'a pas un bon boulot, peut mettre de côté plus. À moins qu'il soit dans la catégorie super modeste pauvre. Je le sais parce que c'était la catégorie de mon papa et c'était très très dur, je le sais. Mais si vous êtes dans la classe moyenne, si vous avez un salaire correct, vous pouvez déménager demain. Demain. C'est aussi simple que ça. Ouais, mais j'aime pas les autres endroits de Dubaï. Bah, restez comme ça alors. C'est vous qui décidez, les amis. Ce qui est en jeu, c'est le long terme ou le court terme. La décision que vous prenez, c'est juste le court terme ou le long terme. Vous n'allez pas tout le temps être dans ces endroits-là de Dubaï. Un mot de précaution, Thierry. Si vous achetez, j'ai toujours peur des gens qui, tu sais, quand je dis ouais, faut acheter un business, j'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui se dit ouais, je vais acheter un business et puis qui foire totalement. Parce qu'il va pas essayer d'aller vraiment apprendre à acheter quelque chose qui fait du business, quoi. Eh bien, juste un mot de caution, les amis. Si jamais vous le faites, c'est ok de travailler dans un business qui va vous faire un énorme revenu. Donc, si les ventes sont colossales, travaillez dans le marché de la propriété. Vous êtes agent immobilier, vous vous dites, tiens, je vais me mettre à mon propre business. Ben, effectivement, les commissions, elles sont énormes quand vous vendez des appartements ou des villas à grand prix. Mais si c'est pour gagner des pépettes, n'achetez pas de business où vous devez travailler. Achetez des business où vous n'avez pas à travailler. Comme ce fameux coiffeur, vous n'aurez pas à couper les cheveux, d'accord? Ça, c'est important. Et dernier point aussi, c'est faites très attention au business où le vendeur du business, le propriétaire du business, Thierry, il est aussi manager. S'il est aussi manager, c'est-à-dire que tout repose sur lui. La relation avec les clients, la relation avec les employés, et le moment où il part, paf! Il y a beaucoup de son business qui part avec lui. Parce que les gens font du business avec les gens, pas avec la marque. À moins que vous soyez en train de dealer avec un business, une personne qui a un business et qui a mis en place un process à la McDonald's. Effectivement, je deal pas avec Ray McCrock. Non, je deal avec McDonald's. C'est toujours la même chose. C'est stable. C'est le système. Donc derrière, faites très attention à... J'ai parlé à des gens qui sont fous, ils vendront jamais leur business. Jamais, ou alors ils le vendront à des pigeons. C'est ouais, je le vends 1 million, il fait tant, ah là là là, d'accord. Et c'est qui le manager de ce business? C'est moi, c'est mon bébé, j'ai tout fait, je connais les clientes. Une par une, je les connais, les clientes, c'est mes clients, c'est presque mes amis maintenant. C'est franchement, on s'entend comme ça. Moi, j'ai mis ce truc en place de A à Z, je connais où elles habitent, où on fait partie des... Dans ma tête, je me suis dit, ok, donc j'achète un truc comme ça, où d'un seul coup, leur ami disparaît, pourquoi elles viendraient chez moi? Elles n'ont pas monté un business de process, elles ont monté un business autour d'une personne. Faites très attention à ce genre de business, ça s'effondre après, d'accord? Donc voilà, on est dans une situation maintenant où vous êtes en train de générer beaucoup de cash. Vous avez acheté un business, peut-être 2, et vous êtes effectivement dans une courbe croissante. Vous avez taclé les costs, vous avez négocié votre salaire, vous êtes en train vous avez mis en place un business qui est en train de vous générer du cash, et vous êtes en train effectivement de générer de l'excès. Peut-être au 2e, 3e, 4e business, hein, Thierry, attention, pas tout de suite. Mais au 2e, 3e, 4e business, ce que je veux dire par excès, tu sais c'est quoi? C'est quand tous tes coûts de la vie et tes loisirs et tout a été couvert. Là, bah, tu mets maintenant ton argent dans tout ce qui est passive income. Les instruments financiers comme les obligations. Les obligations, les amis, ça s'appelle bonds en anglais ou sukuk pour les obligations islamiques.
qui sont beaucoup plus sécurisés. Je parlais à mon banquier qui est hindou, qui est même pas musulman. Il me disait, mais Hamza, la majorité de nos clients pour nos produits islamiques, c'est des non-musulmans. Parce que c'est beaucoup plus sûr. Les choses sont tellement plus rigoureuses que c'est beaucoup plus sûr pour les investisseurs. Je dis, ah bon, d'accord. C'était intéressant, tiens. Et en gros, ce que j'essaie de dire, ce que c'est les bons, les amis, donc les obligations, c'est, supposez que vous êtes une société de construction, vous avez un énorme projet, eh ben, le cash, vous allez vouloir le prendre de quelque part. Alors, bien sûr, il y a des gens qui payent un petit peu en avance, qui achètent off-plan, sur plan, etc., etc. Mais c'est rien, ça, par rapport à tout ce que ça va coûter, c'est rien du tout. Il leur faut du cash, des investissements, d'accord? Ils peuvent pas attendre qu'ils éventuent tout sur plan pour commencer les travaux, d'accord? Donc, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils savent que les banques vont les charger comme des malades. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, attends, on va plutôt demander à des petits investisseurs, et petit investisseur Thierry, petit investisseur Hamza, petit investisseur X, petit investisseur Y, et nous, société, on va vous rendre tous les 6 mois un profit. Ou un intérêt si vous n'êtes pas dans des bons islamiques, ça s'appelle comme ça. D'accord? Et en gros, vous devenez la banque. Vous avez à aucun moment à faire que... Et le truc qui est génial, c'est que tu peux récupérer ton argent au bout de 2 ou 3 jours ouvrés. Alors bien sûr qu'il faut un minimum de 200 000 $ à peu près pour avoir ce genre de placement. Oui. Ouais, d'accord. Mais les amis, vous pouvez même vous mettre en famille, tous ensemble, pour réussir à avoir cet income passif. Si vous vous faites confiance, vous pouvez comme ça commencer à tacler. Vous vous divisez les gains. Vous le faites au nom de quelqu'un. Vous pouvez aussi investir dans la propriété, effectivement. Dans l'immobilier, pardon. Dans l'immobilier, vous allez investir et effectivement apporter même si vous prenez un prêt, c'est pas le problème de pas prendre de prêt. C'est juste avoir un locataire qui vous paye tous les mois. C'est ça dont on parle. D'accord? Et c'est comme ça que vous allez commencer à gagner de l'argent immédiatement. Aussi, mais d'une manière très passive. Vous voyez, avoir un business semi-passif, semi-automatique, avec 2 heures par semaine de paperwork, de papier, de compta, etc., c'était pas vraiment passif. C'était pas vraiment l'indépendance financière à l'état pur. Mais avoir ce genre de business où ton capital ne craint pas grand-chose, parce qu'effectivement, la propriété, moi, je challengerais les gens qui disent la propriété, ça fait qu'augmenter. Ça, je challenge, et l'histoire me donne raison. Mais que ça a tendance à retenir sa valeur, donc son capital initial, ça, je peux l'accepter comme un risque acceptable. Oui, d'accord? Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Voilà. Mais que ça reprend de la valeur, c'est là où je dis pour toutes les raisons dont on a parlé tout à l'heure. C'est pareil pour les obligations, les soukouk. Oui. En 2-3 jours ouvrés, vous récupérez votre argent. Si demain, il y a une grosse crise immobilière, Thierry, tu sais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on a eu la grosse crise immobilière à Dubaï... Oui, 2008. Ouais, 2009. Ouais. Je me dis, tiens, j'ai un petit peu d'épargne, je vais acheter un appart. Ils sont pas chers. Oh là là, qu'est-ce que je me suis fait pourrir. Le nombre de dîners où les gens me regardaient derrière. Ils me regardaient avec des trucs. Franchement, enfin, tu vois bien que c'est la crise. Pourquoi t'achètes en crise? Là, c'est fini, là, tout va s'effondrer. C'est la fin du monde. Sauf que les investisseurs, comme Warren Buffett, comme tous ces grands investisseurs, d'accord? Ces gens-là, ils te diront toujours qu'en fait, tu fais les meilleurs investissements quand la masse est en train de vendre. Quand la masse est en train d'acheter, n'achète pas. Quand la masse est en train de vendre, la panique, c'est là où c'est génial. C'est là où c'est génial. Donc, 3 ans plus tard, j'ai fait un retour sur investissement de 2,5 fois à la revente. Je l'ai acheté 380 000 dirhams, je l'ai revendu 840 000, juste un petit studio. Alors, 840 000. D'accord? Donc, c'est te dire qu'en fait, quand tu as du cash, Thierry, quand tu es capable de mettre de côté, quand tu commences à devenir quelqu'un qui crée du profit et qui augmente ça, eh bien, les opportunités, elles vont venir à toi. Peut-être que ce ne sera pas un business. Et c'est ce que j'ai oublié de dire. Les amis, ma méthode, c'est pas une méthode à suivre exactement à la lettre. Il y a plein de possibilités de scénarios. Ce que je suis en train de dire, c'est que votre premier
premier objectif, devoir même, c'est de commencer à créer du profit sérieusement, d'une manière exponentielle, sinon vous n'y arriverez pas. C'est bien de vivre la belle vie, mais si je vous donne le choix de dire, vous vivez la belle vie pendant 3-4 ans, ou vous vivez la belle vie pendant le reste de votre vie, dans 3-4 ans. Le dessert, pas maintenant. Le dessert, c'est après le repas principal. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire, les amis. Donc, dream big, set goals, and take action. Je vous ai donné des façons de faire. Maintenant, vous ne pourrez même plus avoir l'excuse de faire comme tout le monde. Vous pouvez même plus avoir l'excuse d'acheter un bien immobilier demain. Vous pouvez plus le faire. C'est impossible. Parce que vous savez que c'est une matrice. C'est ce que tout le monde fait. Vous savez que c'est pas comme ça que les gens y arrivent. Que l'inflation augmente, que les taxes augmentent, que c'est les deux facteurs qui sont absolument certains dans la vie. Donc voilà, c'était juste que je voulais partager avec vous. En résumé, tu as 5 ans, Thierry, d'accord? 5 ans. Première action, tu apprends. La première année, tu apprends et tu mets de côté. Tu mets de côté comme on a dit. D'accord? Oui. Deuxième, alors, attention, en termes d'argent, tu renégocies avec ton employeur. C'est l'heure de renégocier. D'accord? Année numéro 2. Tu vas maintenant commencer à investir. Que tu achètes un business, que tu le montes. En tout cas, il te faut un deuxième revenu. Aussi petit soit-il. C'est un démarrage, les amis. C'est un démarrage, les amis. D'accord? Maintenant, le premier business va commencer à couvrir certaines factures. Peu importe si c'est juste l'électricité ou le tiers du loyer, peu importe. C'est pas important. Vous êtes sur le chemin. D'accord? L'année numéro 3, rappelez-vous, c'est un effet exponentiel. La courbe ici est en train de s'accélérer. Vous mettez beaucoup plus d'argent de côté maintenant que vous avez un deuxième revenu. D'accord? Et bien entendu, vous êtes toujours en train d'apprendre. Que ce soit à monter un business, à acheter des business, à les revendre, que ce soit à acheter une propriété, à la revendre, peu importe, vous êtes en train d'apprendre. Et en plus, ça fait un petit peu 18 mois que vous n'avez pas demandé une augmentation salariale, et leur demander une autre augmentation salariale ou de peut-être rechercher un emploi qui paye mieux. L'exponentialité, les amis, c'est ça qu'on recherche. C'est une combinaison de différentes choses. La 4e année, là où vous êtes prêté à acheter un deuxième business, yay! Ou en tout cas à faire un deuxième investissement. Et alors, à ce moment-là, vous vous dites, maintenant, je vais m'y prendre beaucoup mieux que la première fois. Et effectivement, le deuxième business va même vous faire un peu plus d'argent, les amis. Sauf que vous avez maintenant 2 business qui sont en train de vous créer un revenu semi-passif. Je l'espère pour vous. D'accord? L'année numéro 5, vous allez commencer à investir maintenant dans le passif. Pur passif. Ce n'est plus votre temps. Mais vous allez juste faire de l'argent avec de l'argent. Vous prêtez de l'argent à une société en bons, en sous-cook, et bien vous devenez la banque. Vous achetez des propriétés. Là, vous devenez passif. Et là, vous travaillez pour le plaisir. Votre boss vous plaît pas, vous dit, vous partez. Vous n'êtes pas prisonnier maintenant de la banque. Vous êtes content de pas avoir acheté cet appart il y a 4-5 ans. Vous êtes content de pas d'avoir eu l'intelligence de regarder une émission Carrière Express il y a 4-5 ans. Vous êtes content d'avoir eu cette graine et d'avoir arrosé, de l'avoir travaillé, d'avoir appris. Vous êtes content à ce moment-là. Là, vous êtes content. Là, vous pouvez vivre où vous voulez. C'est bon. Là, même si ça couvre pas tous les frais que vous auriez, par exemple, dans la ville où vous êtes, vous savez que vous pouvez déménager dans un petit paradis comme la Thaïlande et être libre, indépendant financièrement. Parce que ce que vous faites maintenant, c'est de l'argent qui fait de l'argent. Vous n'avez plus de besoin d'être sur place. Non, c'est juste des transactions sur Internet, votre compte en banque, c'est tout. Et c'est là que vous êtes dans la 3e catégorie, les amis. C'est que vous vous êtes construit des assets. Des assets. Encore une fois, ce n'est pas une moins grande liability. Acheter une maison, c'est juste une moins grande liability. Ce n'est pas une asset. D'accord? C'est pas comme ça qu'on peut être indépendant financièrement. Alors, le total, à la fin, c'est que vous êtes non seulement un businessman, vous avez appris à faire ces choses-là, et que même si vous
perdez tout votre argent. On ne sait pas. Vous savez que vous savez comment. Vous savez comment refaire. Vous avez appris une méthode pour plus jamais dépendre du marché de l'emploi, des choses comme ça. Vous êtes maintenant indépendants, les amis. Il y a une discussion à avoir, les amis, avec votre époux ou votre épouse. Avec qui que ce soit, d'ailleurs. Avec vos amis qui sont proches de vous. Il y a une discussion. Moi, ce que je voudrais, c'est que tout le monde, pouf, se réveille de ce sommeil. Se dise, waouh, c'est dingue. Enfin, voilà, on est dans la matrice, les amis. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Le dernier point, c'était que, rappelez-vous, c'est des profits et pas des revenus qui sont importants. Assets et pas de liabilities. Limitez les liabilities. Enfin, éduquez-vous, apprenez. Et enfin, l'effet exponentiel. C'est surpuissant. Vous allez halluciner, automatiser tout ça. Il y a Socrate qui disait que si vous voulez avoir tort, suivez la masse. Suivez la masse des gens. Il y a Socrate qui disait ça. Ne faites pas ce que tout le monde fait. Tout le monde achète en ce moment un appart. Parce que tout le monde achète un appart. Attendez la crise. Oui. Attendez quand ça se cassera les dents. C'est juste une graine que j'ai plantée. C'est à vous de décider, soit elle grandit, ou soit vous revenez à la normale, à la façon de réfléchir que vous aviez eu avant. C'est comme vous voulez, les amis. Mais j'espère vraiment que cette graine, elle va germer, elle va devenir un tronc solide qui va résister à toutes les tempêtes de la vie, qui va vous protéger, vous et votre famille. J'espère vraiment. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Thierry, est-ce que tu as un truc à rajouter? Non, je n'ai rien à rajouter pour l'instant, à part à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, les amis. À bientôt. Et merci à tous ceux qui partagent et commentent. Merci énormément. Au revoir.